toute façon, ça va être très ennuyant. C'est d'ici. Ouais, là, je sens. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h sur EDFM Radio Anguin. Encore une fois, une très bonne semaine. Rendez-vous demain matin avec de nouveaux invités, des rubriques, de l'information proche de chez vous. Et d'ici quelques instants, c'est le bar de l'économie avec Florence Sueur et ses nombreux invités jusqu'à 10h30. Bye bye. C'est un métier. Thierry, il va falloir vous lever pour le laisser sortir. Juste comme ça. C'est à moi ça? Non, c'est le mien, c'est bien. C'est gentil, je me repose. Non, mais le gros gourmand. Le gros gourmand, regardez-moi ça. C'est tu Bonne émission. Merci. Avec les casques. Si vous voulez, oui, il faut parler bien à la pointe du micro. Hein. Mettez-le bien devant vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Toute l'équipe est là cette semaine, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et pour nous suivre, eh bien, vidéo live, vous pouvez aussi interagir, rejoignez-nous sur Facebook, page bar de l'économie. Et comme d'habitude, bien sûr, la FM 98.0 et la web radio IDFM 98.fr. Alors aujourd'hui, municipal 2020, bien sûr, performance énergétique, vous saurez tout sur les réseaux électriques. Et puis, vous pourrez apprendre par le jeu à la fois classique ou par la réalité virtuelle. Et puis, vers 10h, comprendre le monde avec Pascal Boniface, qui reçoit aujourd'hui Gérard Haro, qui a une longue carrière diplomatique, ambassadeur aux États-Unis, en Israël, en poste aux Nations Unies. Il a été aussi en poste au Quai d'Orsay en France. Et il va nous éclairer sur les relations franco-américaines. Alors, à mes côtés, pour parler de tous ces sujets, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez Montkelec à Beson, Montselec, pardon, une entreprise installée à Beson sur la performance énergétique. Donc avec vous, on parlera réseau en tout genre et puis peut-être aussi alarme incendie. Une entreprise du groupe Kissamel, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on prononce, que vous avez montée avec Jean-Luc Tuffier. À nos côtés, Thierry Lossa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de Bricks for Kids en France. C'est une franchise suisse. C'est en 2017. C'est une franchise américaine, alors pardon. Mes notes ne sont pas bonnes. Vous avez carrément changé de métier. Oui. En 2017, vous avez décidé de partir. Vous occupiez de paix, de comptabilité de paix. Vous avez décidé que il fallait changer de métier. On saura pourquoi tout à l'heure. Oui. Et puis, toujours sur le jeu aujourd'hui, à nos côtés, Loïs Mendiant et Gauthier Dussert. Bonjour. 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 Vous êtes respectivement responsable du développement et du commercial, bien sûr, chez Virtual Center, le premier réseau de réalité virtuelle qui est à Paris, à Vannes, à Troyes. Et vous avez ouvert à Chambly, aux portes du Val d'Oise. Donc, on en saura tout dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, notre expert du jour, c'est le sport. Aujourd'hui, Bruno Vigoureux est avec nous. Et donc, tout de suite, les infos du jour. Eh bien, première info du jour, bien sûr, les municipales 2020. Alors, 184 communes dans le Val d'Oise, alors que, par contre, dans d'autres départements d'Île-de-France, il n'y en a que 40. C'est une des spécificités du Val d'Oise. Alors, quelques chiffres sur le nombre de listes. Eh bien, c'est Cergy qui détient la palme avec 10 listes qui se sont donc clôturées jeudi dernier, le 27. Cergy, dont le maire sortant est Jean-Paul Jandon. 9 listes à Argenteuil, où le maire sortant est Georges Mautron. 7 listes à Garges-les-Gonesse, où le maire sortant Maurice Lefebvre ne se représente pas. Et puis, plusieurs villes à 6 listes, comme Beson, Aubonne, Gonesse, Montmorency, Sannois et Enghien-les-Bains, où là, les maires se représentent tous. Et puis 5 listes à Hermont, Beaumont-sur-Oise, Pontoise, Saint-Brice-sous-Forêt. Mais là, le maire sortant de Pontoise ne se représente pas, tout comme le maire d'Hermont, qui ont décidé de ne pas se représenter. Et puis 5 listes aussi à Saint-Gratien, à Sarcelles et à Villiers-le-Bel, où tous là se représentent. Une seule liste dans quelques villes du Val d'Oise: Baillet en France, Boissy-l'Aillerie, Bruyères-sur-Oise, Chars, Cormeilles-en-Vexin, Cours-Dimanche, Henry, Daumont, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Marly-la-Ville, Menucourt, Moisselles, Montlignon, Mours, Auny, Presles, Huss, Valmondois,
Weimar, Vigny et Villeron. Voilà, c'est quand même un petit peu, ça pose quelques questions quand on voit des grosses villes comme Daumont et Osny, où là, il n'y a qu'une seule liste. C'est donc vous dire peut-être le manque de candidats, bien sûr. Autre info du jour, eh bien, le coronavirus, bien sûr. 90 000 personnes infectées, presque 3 000 morts. Nouvelle augmentation du nombre de contaminations en Chine après un arrêt de l'augmentation. Premier décès à déplorer aux États-Unis et en Australie. L'épidémie continue donc à se propager. Vous avez entendu pour la France, nous sommes passés au stade 2. Nous sommes le deuxième foyer en Europe derrière l'Italie. Et pour se protéger, eh bien, le salon de l'agriculture a été écourté, le semi-marathon de Paris reporté, fermeture des établissements scolaires dans l'Oise, et puis le droit de retrait exercé par le personnel au Louvre qui a fermé ses portes hier. La France cherche donc à freiner la propagation du virus sur son territoire, donc avec des mesures spectaculaires dans la culture et le sport, puisque toutes les salles qui peuvent accueillir plus de 5000 personnes, eh bien, on leur demande de reporter leur spectacle. Alors le seuil symbolique des 100 cas a été franchi, voilà, 2 personnes sont mortes, 86 personnes hospitalisées, a énuméré ce week-end le numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon. Cette interdiction donc touche, comme je vous l'ai dit, tous les gros lieux de réunion publique. Et il y a quand même quelques mesures à prendre. Eh bien, ne plus se dire bonjour, tout simplement, surtout ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser et dire bonjour eh bien, à la manière asiatique, tout simplement, se saluer en baissant la tête. C'est une bonne formule. Alors, pour tout savoir sur le coronavirus, je vous propose d'assister à la soirée spéciale qui est proposée par la ville d'Enghien-les-Bains, par les entretiens médicaux d'Enghien. C'est demain, mardi soir, à 19h30. Vous pouvez vous inscrire sur le site lesentretiensdenghien.com. Il faut réserver votre place. C'est en présence du professeur François Bricaire, le professeur Philippe Casassus et Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, qui seront les invités de Jean-Claude Durousseau, le président des entretiens médicaux d'Enghien. Et ils prendront tout le temps nécessaire pour répondre aux questions du public. L'entrée est gratuite, le nombre de places limité, donc inscrivez-vous sur le site lesentretiensdenghien.com. C'est donc demain soir à 19h30 à l'auditorium face au lac, devant l'établissement des Thermes, donc l'établissement où se situe également la Pergola Nova. Et vous saurez tout demain soir. Alors l'impact du coronavirus économiquement, eh bien c'est moins de 12% sur la bourse mondiale pour le moment, et cela pourrait créer un mini crack si ceux qui achètent ont acheté du temps où c'était plus haut les cours de la bourse, eh bien s'ils n'ont pas l'argent pour rembourser leurs achats, donc il faut attendre un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Alors comment les Chinois réagissent dans les provinces touchées par le confinement? Eh bien la société JD.com, une entreprise chinoise, a expérimenté la livraison de colis par drone, ce qui permet aux habitants de ne pas avoir à sortir de chez eux. Ils ont aussi réussi à mettre en place une livraison automatisée dans un rayon de 2 km. Les Chinois donc sont interdits de se rendre tous les jours dans leur magasin, mais sont autorisés à s'y rendre un jour sur 2. Et puis beaucoup, bien sûr, pratiquent le télétravail et aussi le sport en appartement. Une vidéo postée sur YouTube présente l'exploit d'un monsieur qui a couru 66 km dans sa chambre et dans son couloir, près de 7 heures d'affilée, avec une moyenne de 10 km/h. On peut aussi observer les exploits d'un pêcheur à la ligne en aquarium. Mais non, je rigole pas, vous pouvez voir ça sur YouTube. Ou bien des joueurs de badminton dans leur salon, et puis bien sûr les jeux vidéo. Et là on voit que la vente de jeux vidéo en ligne qui associe exercice physique et jeux de rôle a grimpé, et puis aussi les ventes de livres qui sont également en très forte hausse. Et puis curieusement, celle de rouge à lèvres et bien sûr celle de préservatifs, donc qui se vendent très bien. En résumé, les Chinois s'équipent pour passer du temps et du bon temps. Bon, plus sérieusement, Hermès a indiqué que 22 boutiques étaient maintenant réouvertes sur les 26 que l'entreprise possède en Chine. Valeo, l'équipementier automobile français bien connu, a réouvert la quasi-totalité de sa trentaine d'usines. Le groupe PSA annonce qu'il a été lourdement touché par l'épidémie et a appliqué avec beaucoup de rigueur et de pragmatisme toutes les consignes qui leur ont été données. Et ce sont maintenant les autorités qui ont décidé qu'ils pourraient reprendre à partir du 11 mars.
leur production dans la province de Hubei, la production donc la plus touchée par le coronavirus. En tout cas, cela devrait coûter 2 points de croissance en moins à l'économie chinoise, ce qui va amputer la croissance mondiale de 0,4% au moins. Le port de Yanshan à Shanghai, un des premiers au monde, signale depuis quelques jours un réveil de son activité. La bonne nouvelle face au coronavirus, elle est environnementale. L'agence spatiale américaine note l'importance de la baisse des taux de dioxyde d'azote, une chute spectaculaire qui correspond au calendrier, bien sûr, des mesures de restriction d'activité. Et vous pouvez le voir d'ailleurs sur Internet, c'est la NASA, donc une chercheuse de la NASA, qui a publié cette carte où on voit particulièrement donc les couleurs rouge, orange ou pas de couleur du tout quand il y a un très bon point environnemental. Donc je pense que là, on va demander à nos chefs d'entreprise si ça les inquiète et si au niveau économique, ils sentent des répercussions. Qui veut prendre la parole? Éric Leroux. Oui, bonjour Florence. Bonjour Éric. Écoutez, nous, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'était pas trop impactés plutôt. Néanmoins, on voit déjà que nos fournisseurs, notamment de luminaires que l'on pose par milliers dans les collèges d'Île-de-France ou de l'Oise, nous ont déjà écrit en expliquant que les composants fabriqués en Chine ne pourraient ne plus être produits et donc potentiellement notre métier pourrait être arrêté dans les mois à venir. Donc effectivement, c'est plutôt inquiétant. Ouais. Parce que le délai de livraison est long puisque ça tout vient en bateau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus grand-chose fabriqué en France. Maintenant, c'est encore un peu en Europe, mais ils assemblent en Pologne ou dans l'Est, dans les pays de l'Est. Mais les composants viennent pour la plupart, électroniques ou LED, viennent pour la plupart de Chine. Et donc, effectivement, on a des délais de 6 à 8 semaines en temps normal. Donc là, maintenant, on craint que ça déborde. Donc concrètement, pour vous, ça voudrait dire un arrêt de l'équipement à combien de jours? Là, on a des travaux prévus dans des collèges, par exemple dans l'Oise ou dans les Hauts-de-Seine, où dès les vacances d'avril, on pourrait ne pas travailler. Merci beaucoup pour ce commentaire. Autre info du jour, c'est après l'annonce par le président turc Erdogan de l'ouverture des frontières par la Turquie, eh bien, les autorités grecques ont annoncé hier avoir bloqué sur l'entrée de son territoire près de 10 000 migrants en 24 heures le long des 212 km de frontières avec le reste de la Turquie. Et donc, les policiers et les soldats grecs ont empêché cette tentative organisée de migrants de traverser en masse la frontière. Et donc, ont arrêté, bien sûr, pas mal de migrants. Mais au moins 13 000, enfin, on ne sait pas trop, mais au moins 13 000 migrants sont massés le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et l'Agence européenne de contrôle Frontex a relevé, bien sûr, son niveau d'alerte. Voilà pour l'info qui donc intéresse, bien sûr, tout le monde. Enfin, dernière info, cette fois pour la France. Serait-ce la fin de la démocratie participative, puisqu'Édouard Philippe annonce utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites engluée par des milliers d'amendements. Il a voulu mettre fin à cet épisode de non-débat, dit-il, samedi 29 février à l'Assemblée nationale. Député de l'opposition, l'insoumis Éric Coquerel a dénoncé un hold-up et un abus de faiblesse pour la démocratie. Et des manifestations se sont rendues devant l'Assemblée nationale samedi et puis aussi devant d'autres mairies, notamment celle du Havre, puisqu'on sait que Édouard Philippe se présente à la mairie du Havre. Alors l'article 49.3 est une disposition constitutionnelle qui autorise le gouvernement à engager sa responsabilité sur le vote d'un projet de loi. Le gouvernement demande aux députés de lui faire confiance pour mettre en œuvre un texte qui sera applicable sans que le Parlement ne change le texte. Les députés n'ont plus le dernier mot sur une loi présentée par le gouvernement. En revanche, les parlementaires ont une arme à leur disposition. Ils ont 24 heures pour déposer une motion de censure approuvée au moins par 1/10 des membres de l'Assemblée. Le texte sera ensuite soumis au vote des députés. Et si une majorité approuve la défiance, eh bien le gouvernement est renversé. Et si la motion de censure n'obtient pas la majorité, le projet de loi est adopté. Mais là, en l'occurrence, il y a peu de chances que la motion
de censure aboutisse, puisqu'Édouard Philippe est soutenu par plus de la moitié des députés. Je vous rappelle que La République En Marche compte 299 députés, alors que la majorité de l'Assemblée est de 289 députés. Donc je ne pense pas que cette motion de censure aboutisse. On va poser la question à nos invités du jour. Est-ce que cette utilisation de l'article 49.3 les interpelle? On va poser la question à Loïs Mendiant. Bonjour Florence. C'était à mon avis évident que ça arrive. Je pense que beaucoup de personnes s'y attendaient. Ça fait quand même depuis certains mois que Édouard Philippe est déterminé à faire passer cette réforme. Et du fait qu'à mon avis l'opposition, comme il disait, face à un non-débat pour changer un point, une virgule, à ce qu'on reste encore dans un débat pendant plusieurs mois, il a voulu faire passer ce projet de loi. Donc il va aller maintenant au Sénat et puis revenir à l'Assemblée après. Après, est-ce que c'est en crise sanitaire le meilleur choix qui ait été fait? Je ne suis pas certain, ça peut poser certaines questions. Donc bon, on verra par la suite comment ça va se dérouler. Merci beaucoup Loïs. Éric Leroux. Je pense un peu comme à Loïs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les débats s'enlisent, il faut que le chef montre la voie. Et le moment, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le fond, maintenant, ça me semble assez évident. Le président a été élu pour appliquer son programme, et là, il applique au texte presque le programme. Donc, ça me semble assez évident. Mais est-ce que faire ça avant les municipales, ça vous semble pas un peu étonnant? Ça peut peut-être même être courageux, finalement, parce que c'est risqué. Effectivement, le Premier ministre se présente à la mairie du Havre dans pas longtemps et il prend un risque. Néanmoins, je pense qu'il est, à mon avis, plutôt soutenu, finalement. Merci beaucoup pour cette intervention. Allez, on termine nos infos du jour avec notre expert sportif. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous y comprenez, Florence? À quoi? Non, enfin, a priori là, comme ça, non, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Bah moi c'est pareil. Voilà. D'un côté, on interdit les manifestations de 5000 personnes dans un endroit confiné, et de l'autre, on annule ce minimum de Paris. Mais on autorise les matchs de football et de rugby à se disputer avec des tribunes pleines. Alors, coronavirus ou pas, match maintenu ou pas, la planète sport continue de tourner plus ou moins bien. Alors, samedi, devant plus de 45 000 personnes, le Paris Saint-Germain s'est bien amusé, s'est bien rassuré, en dominant Dijon 4-0 avec un grand Kylian Mbappé, auteur de 2 buts et impliqué sur les 2 autres. Cette victoire prévisible, attendue, fait toutefois un bien fou au Paris SG qui a tellement besoin de se rassurer avant un rendez-vous tellement décisif contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions le 11 mars. Même privé de Neymar, suspendu, les Parisiens ont su aller chercher une victoire qui tombe à pic, car le PSG a en face de lui une semaine copieuse avec un déplacement mercredi à Lyon pour la demi-finale de la Coupe de France, puis un autre déplacement à Strasbourg en championnat samedi, et enfin le grand rendez-vous contre Dortmund mercredi. Mais tout cela, on en reparlera, soyez rassurés Florence. Au cœur de cet hiver, il y a des Français qui brillent un peu partout. Je veux parler d'Alexis Pinturo, vainqueur hier du combiné à Interstoder en Autriche. C'est la 28e victoire de sa carrière, mais celle-ci lui permet de remporter le globe de cristal de la spécialité, mais aussi de se rapprocher au classement général de la Coupe du Monde. En rugby, le Racing 92 n'était pas là pour rigoler. Samedi, dans son stade de la Défense, il a été impitoyable et a écrasé La Rochelle 49-0. Circulé, il n'y a plus rien à voir. Voilà le Racing bien installé dans les 6 premières places du top 14 qui donne accès à la phase finale. En revanche, pour le Stade français, la situation ne fait que s'aggraver. Ce club qui était champion de France en 2015 est ce matin dernier du championnat. Pourtant, ce n'est pas faute de se battre. Les Parisiens ont été présents dans le combat à Toulon hier, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ils menaient de 2 points jusqu'à la dernière seconde et tenaient leur première victoire à l'extérieur de la saison. Mais un hors-jeu idiot était sanctionné par l'arbitre et le jeune demi d'ouverture du RC Toulon, Louis Carbonel, de 40 mètres, passait la pénalité et offrait la victoire à son équipe, plongeant ainsi donc le Stade français à la dernière place. Paris va donc jouer sa survie désormais à chaque match. C'est donc une terrible dégringolade pour un club qui a longtemps été un des cadors de notre championnat. Et puis je vais dire un mot de tennis. Non, ce n'était pas pour parler de Grand Chelem ou de Roger Federer, votre idole, Florence. Non, parler de
Nadal, oui, je sais, ce n'est pas votre tasse de thé, mais quand même. Hier, à Acapulco, il a remporté le 85e tournoi de sa carrière et détient désormais le record du nombre de saisons consécutives avec au moins un titre à son palmarès, c'est-à-dire 17. C'est-à-dire qu'en 17 ans, il a gagné à chaque fois un tournoi. Voilà, Florent, vous savez tout presque. Malheureusement, je ne vous fais pas la bise, je ne serre pas la main à vos invités, mais je vous dis quand même au revoir et à très vite. Merci Bruno. Tu veux pas faire un bisou? Comment? Tu veux pas faire un bisou? Non. Voilà, collez-vous un peu plus tous les deux. On fait une petite pause musicale et après c'est vous en premier. Ah, jeudi, on se dit ce qu'on a. C'est toi jeudi, Florence? Jeudi, non, c'est Dominique maintenant. Ah, c'est... C'est Jeudi, c'était le Jacqueline. nouvel apprenti. C'était Jacqueline. Oui, parce qu'ils ont interverti tous les deux, ça a arrangé Jacqueline. Il fait la gueule. Bah oui. Qu'est-ce que ça qu'on avec le stage-là? Non, bah, Et ça, un apprenti, il a 60 ans. On apprend à tout âge, Il monsieur. n'y a pas d'âge pour apprendre. Exactement. Voilà. D'ailleurs, toi, Ouais, il faudrait peut-être le lâcher. De toute façon, ça va bientôt t'arriver, toi aussi. Apprenti. Ouais, je vais chercher un autre boulot si ça continue. Si vous voulez, on propose des fonds. Allez, au revoir. Au revoir Bruno, Au revoir. merci. Donc là, c'est 3 minutes de musique, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est la pause musicale pendant 1 minute. Et après, on raconte notre histoire. Et après, vous racontez vos histoires. Ok. Après, c'est tout, vous. Moi, je dis plus rien. Bon, effectivement, je confirme que la France a perdu. Voilà, qu'est-ce que je fais, moi? Ça pique par Des contre. bêtises. Ah, bah, non, l'Arena, c'était le Racing. Le Stade français, ils ont joué à Toulon, je crois, à Mayol. Donc là, ils sont pas bien. Je suis pas hyper calé en rugby, je suis pas tant que ça le sport, donc j'ai juste le match de France c'est la semaine dernière, c'est 2 jours. C'était un très beau match. Ça joue bien, Moi qui ne suis pas un expert du rugby, je trouve que c'est un très beau match. Bah, faut s'y mettre. Engagé. Faut y aller. Ouais, Il est temps. il est temps. Moi, tu dis ça, mais je vois. Non, non, moi je suis pas du tout rugby. On reprend dès que tu peux, Philippe, s'il te plaît. On y va. C'est qui déjà là Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons performance énergétique. Nous parlons aussi apprendre par le jeu, classique ou par la réalité virtuelle. Et pour commencer, Éric Leroux, rebonjour. Vous dirigez Montselec, une entreprise que vous avez créée avec votre ami, votre associé Jean-Luc Tuffier. Et vous parlez performance énergétique, donc un courant fort, courant faible, comme on dit, réseau informatique. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans l'électricité finalement au départ? Alors ça, c'est une vieille histoire parce que ça date de 2 générations. J'avais un grand-père entrepreneur qui, à l'époque, avant-guerre, montait ses téléviseurs lui-même et les revendait. Et mon père a suivi, donc on est une famille d'entrepreneurs depuis plusieurs générations, et notamment dans l'électricité. Et moi, j'ai une formation de génie électrique, et donc tout logiquement, je suis resté dans ce milieu-là, d'abord dans les grands groupes, et puis en 2000, avec la reprise de l'entreprise Montselec. Alors Montselec, ça vient de Monceau Électricité, parce que historiquement, l'entreprise était basée à Monceau. Elle a pris un peu plus de place, et donc elle s'est implantée dans le Val d'Oise, à Besançon. Donc l'entreprise, effectivement, elle est spécialisée dans la performance énergétique. On fait faire des économies d'énergie et de sous à nos clients. Et historiquement, on fait aussi depuis toujours d'intégration électrique, courant fort et courant faible dans le milieu bancaire et maintenant de plus en plus dans le milieu tertiaire et dans les milieux scolaires. Alors ça veut dire que les clients, vous intervenez surtout pour les professionnels, Absolument. beaucoup moins pour les particuliers, j'imagine? Très peu. Très peu. Et donc, ça veut dire que pour chaque client professionnel que vous voyez, il vous demande un bilan de performance énergétique en ce moment? Il y a de plus en plus... Ou est-ce que c'est obligatoire, peut-être? Non, je pense que c'est plutôt dans l'air du temps. L'environnement est dans l'air du temps. Et effectivement,
Se dire que laisser une salle de classe à 27 degrés avec les maîtresses ou les profs qui ouvrent les fenêtres pour qu'il y ait 20, c'est quand même aberrant. Donc aujourd'hui, les objectifs que définissent les pouvoirs publics, que ce soit le département, les régions, les collectivités, justement, les mairies, les municipalités, c'est de faire des économies d'énergie. Donc les contrats de performance énergétique, l'objectif, c'est de faire jusqu'à 30, des fois 40% d'économies sur la facture énergétique. Alors ça passe par l'isolation thermique par l'extérieur, les toitures, les fenêtres, mais aussi dans nos métiers d'électricité et de chauffage plomberie, par l'économie sur les luminaires en remplaçant les luminaires par de la LED, en les pilotant en fonction de la quantité de lumière qu'il y a à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne suis pas très beau, mais bon. Et aussi en pilotant le chauffage, donc c'est ce que nous on fait et c'est ce qu'on propose à nos clients. Donc ça veut dire que vous pouvez piloter donc l'électricité d'une classe selon la température extérieure, selon la luminosité, je veux dire, extérieure. Alors les luminaires que l'on pose dans les salles de classe, notamment, effectivement, varient en fonction de la quantité de lumière extérieure et sont pilotés par groupe, notamment de plus en plus aujourd'hui par les smartphones. Aujourd'hui, les électriciens d'hier qui tirent du câble, aujourd'hui font de la programmation, du paramétrage et même de l'appairage d'objets connectés pilotés en radio. Alors sur quel téléphone installez-vous? Qui dirige le pilotage de la luminosité? C'est le proviseur du lycée, du collège ou du lycée? Alors non, c'est les techniciens qui en fait vont sur site dans les salles de classe et paramètrent les luminaires par groupe. On leur donne des consignes en fonction de la quantité de lumière souhaitée. On fait des études d'éclairement sous Dialux auparavant pour avoir la quantité lumineuse nécessaire pour travailler. Pour travailler. Donc en général, c'est 300 lux en moyenne au minimum dans les salles de classe. Mais c'est aussi un maximum. C'est pas la peine d'avoir 1000 lux suréclairés. Et de la même manière, c'est pas la peine d'avoir 27 degrés dans une salle de classe où une consigne entre 19 et 20 suffit largement. Est-ce que, quand vous faites position, qu'est-ce qu'on vous impose comme règle? On nous impose de faire des économies d'énergie d'abord, et puis surtout, et ce qui me semble essentiel, et c'est un peu l'adrénaline de l'entreprise, enfin son fonctionnement, c'est de conserver le confort pour les utilisateurs. Je dis toujours à mes collaborateurs, notre client, c'est le client de notre client. Donc en l'occurrence, dans une école, ce sont les enfants qui vont avoir un confort lumineux avec des couleurs plutôt chaudes de 30 degrés Kelvin pour être heureux d'aller en classe. Et les profs, du coup, aussi sont heureux d'avoir des élèves qui sont motivés. Alors dans votre métier de la performance énergétique et des courants forts et des courants faibles, on parle de l'arrivée de l'informatique de plus en plus en amont, bien sûr, des installations. C'est ce qu'on appelle le BIM. Est-ce que vous l'utilisez dans vos process, ou est-ce que c'est encore compliqué? Est-ce que les outils informatiques sont là, ou est-ce qu'on en est encore qu'au balbutiement? Je vous ai fait la réponse dans la question, Florence, puisque effectivement aujourd'hui on utilise couramment le bureau d'études électrotech de mon entreprise qui travaille avec Monsalec. On travaille régulièrement sur AutoCAD, sur les logiciels comme Dialux, sur les logiciels métiers comme Caneco pour le dimensionnement des câbles. Donc effectivement, l'informatique, et aujourd'hui, je dirais la préparation des chantiers se fait surtout en amont, et la réalisation en fait, si les études sont bien faites, se passe toujours bien. Effectivement, maintenant, du BIM, de la maquette numérique et du logiciel Revit. Alors aujourd'hui, on en est encore au balbutiement. Effectivement, ça pose encore des problèmes puisque le logiciel n'est pas encore complètement mature. Mais je dirais c'est dans l'air du temps et ça sera dans l'avenir indispensable. C'est-à-dire que, est-ce que c'est, on pense bien que c'est indispensable pour la construction de bâtiments neufs, Oui. Parce que ça doit être intéressant pour l'architecte et puis pour le client, je suppose. Mais est-ce que dans la rénovation énergétique où vous intervenez beaucoup, est-ce que c'est utile? Je dirais que avoir le plus de documents possible pour pouvoir travailler dans des conditions sereines, oui, si, quand même. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de plan même en 2D sur AutoCAD pour faire la réimplantation des luminaires dans une salle de classe, refaire à la main, aujourd'hui ça semble complètement archaïque, donc je dirais oui. Est-ce que ça permet aussi d'avoir l'antériorité des installations, notamment quand on veut réintervenir dessus? Je suppose que ça c'est bien pour vous. Florence, je cherche du monde pour recruter, notamment charge d'affaires, vous voulez venir?
Ah, j'ai pas, malheureusement, la journée ne fait que 24 heures et je n'ai que 2 mains, 2 jambes. Dommage. Mais merci beaucoup pour l'embauche. Est-ce que ça coûte cher pour une entreprise de s'informatiser? Est-ce que c'est un gros budget pour vous? Ou est-ce que vous avez mis en place des budgets investissement réguliers en informatique? Cette année, on a investi à peu près 30 000 euros sur une entreprise qui fait à peu près 3,6 millions de chiffre d'affaires. Donc ça reste à la fois peu et beaucoup, mais c'est absolument indispensable. L'entreprise a besoin d'avoir des outils performants pour pouvoir continuer à être, je dirais, innovant, agile et performante. Alors comment se passe la concurrence? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu de la performance énergétique. Est-ce que c'est dur de répondre à des appels d'offres? Parce que j'imagine que vous faites ça toute la journée. Eh bien, en fait, on change un peu de paradigme puisque aujourd'hui, l'objectif, il est dans l'intérêt collectif. On ne répond plus vraiment à des appels d'offres, mais on cherche des solutions ensemble pour pouvoir rendre performant le bâtiment, ne plus le rendre passoire, mais le rendre efficace. Donc finalement, il n'y a pas tant d'entreprises qui sont allées sur ce marché innovant. Et le fait d'être une PME à taille humaine et ses équipes permet de répondre beaucoup plus vite que peut-être des majors. Et donc, est-ce que pour vous, on en revient enfin au bon sens quand on entend que les communes font appel aux entreprises qui sont proches de chez elles? Est-ce que ça, vous voyez l'impact ou pas encore? On est dans des métiers de bâtiment où effectivement, quand on nous demande notre zone d'achalandise, on répond toujours l'Île-de-France puisque électricien dans le bâtiment, c'est la proximité. Donc ça reste encore plus vrai dans la performance énergétique. Effectivement, il faut être à proximité. Alors, ce n'est pas les seules demandes que vous avez, j'imagine, le remplacement ou l'économie d'énergie, le remplacement des luminaires par des LED, mais peut-être aussi vous faites les réseaux informatiques. Alors effectivement, l'entreprise, historiquement, quand elle est née en 93, mon prédécesseur, puisque c'est une reprise finalement, Florence, mon prédécesseur avait une clientèle bancaire, donc tous les réseaux bancaires classiques, BNP, Crédit Lyonnais, Caisse d'épargne, La Poste. Et donc effectivement, les banques ont besoin d'avoir un réseau très, très fiable et sécurisé. Donc on est depuis longtemps spécialisé dans toute la partie câblage informatique où on fait systématiquement des recettes informatiques pour valider nos réseaux. Ça fait un moment aussi qu'on fait tout ce qui touche au courant faible, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, tout ce qui est... Je vois devant moi dans le studio une horloge, on implante aussi des horloges dans les collèges, dans les écoles. Donc effectivement, on est très, très à la pointe en courant fort et en courant faible. Alors, quelles sont vos méthodes pour vous développer? Parce que vous faites partie de réseaux. Est-ce que pour vous, c'est utile? Alors effectivement, je suis membre du bureau de la Chambre syndicale des électriciens depuis plusieurs années. Être à côté de ses pairs dans le métier, ça me semble essentiel pour pouvoir échanger et progresser. Ma présence ici est due à l'adhésion à l'ADPAVAB, l'association d'Argenteuil-Beson. On sera au salon Effervescence le 2 avril, me semble-t-il. Le 31 mars. Le 31 mars, comme pardon, nous. excusez-moi. Le 31 mars, nous tous. Effectivement, le fait d'être dans des réseaux, c'est ce qui permet aussi de ne pas être isolé et le dirigeant peut difficilement être seul. Je suis aussi membre de l'APM, l'association Progrès du Management, où je suis membre de mon club APM 92. Effectivement, le dirigeant doit se former, doit apprendre, doit faire progresser ses équipes, doit être dans le monde d'aujourd'hui. Quels sont les défis pour vous en tant que chef d'entreprise dans le monde d'aujourd'hui, justement? Ils sont très nombreux, puisque aujourd'hui, être une PME dans un monde où en fait les majors, quelle que soit l'activité, nous rachètent, il faut se battre, il faut être agile, il faut être innovant, il faut être à l'écoute du marché, il faut être à l'écoute de ses clients, de ses équipes. Donc, mais c'est passionnant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est avoir du courage, c'est pas avoir peur de se battre, c'est y aller, quoi. Faut y aller. Faut y aller. Est-ce qu'il faut y aller aussi par le rachat? Parce que vous avez, avec votre associé, vous avez racheté des entreprises. Est-ce que la croissance passe aussi par le rachat éventuel de gens qui sont de même taille que vous ou plus petits pour grossir ou pas? Ou c'est pas utile?
Ça fait partie des hypothèses. Néanmoins, aujourd'hui, l'entreprise Monselec a doublé son chiffre d'affaires et on a encore une croissance à 2 chiffres sur 2020. Donc, il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes est le rachat, l'autre est aussi de faire progresser les équipes en interne. En interne, et c'est celle que vous privilégiez en tout cas pour 2020. Elle me ressemble plus, oui. C'est plus agréable. Alors ça passe donc par des salons, vous l'avez dit, vous êtes à effervescence. Oui. Qu'est-ce que vous faites Batimat, vous y allez quand ça a lieu ou bien vous y allez en tant que visiteur pour voir les nouveautés? On y va en tant que visiteur, effectivement, Batimat, mais il y a aussi tous les salons sur le smart building qui sont effectivement aujourd'hui très en vogue. Et aujourd'hui, si on veut faire évoluer l'entreprise, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, du Wi-Fi, du sans-fil, de la radio, de la programmation, de l'appairage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a un vrai sujet sur l'évolution de nos métiers. Alors justement, quelle est-elle l'évolution? Parce que vous parlez du Wi-Fi. Est-ce qu'un jour on pense qu'on n'aura plus forcément besoin de câbles? Écoutez, le filaire, on parlait d'environnement, le filaire est quand même une valeur sûre, on émet beaucoup moins d'ondes électromagnétiques. Donc je pense que la solution, elle est mixte en fait. Aujourd'hui, si vous laissez votre ordinateur en Wi-Fi en permanence, en fait, sa batterie va se décharger 4 fois plus vite que si vous êtes branché sur de la RJ45. Donc en fait, il faut être à la fois nomade et à la fois pragmatique. Et donc, je pense que la vérité, elle se situe au milieu. Alors, vous avez quelques postes à pourvoir, d'emplois à pourvoir. Quels sont-ils? Alors effectivement, vu la croissance, aujourd'hui, on recherche activement des spécimens rares que sont des responsables d'affaires dans le métier de l'électricité. On se rend compte que la formation aujourd'hui, elle n'est pas forcément complètement adaptée aux besoins. C'est pour ça qu'on construit d'ailleurs avec la Chambre syndicale des électriciens un bâtiment qui s'appelle l'Eco-Campus, pour qu'on puisse former des jeunes électriciens, des jeunes climaticiens, des jeunes peintres, des jeunes carreleurs en alternance dans nos métiers du bâtiment. Et donc voilà, nous aujourd'hui effectivement on cherche des chargés d'affaires, des gens au bureau d'études projeteurs parce que les besoins sont toujours là. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre des fois l'adéquation ou la non-adéquation entre les gens qui cherchent du travail et nous, chefs d'entreprise, qui ne trouvons pas les personnes avec le bon profil. C'est vrai que ça fait partie des questions que je me pose tous les jours. Et du coup, est-ce que l'apprentissage est une bonne solution pour vous? Est-ce que vous envisagez, puisque vous cherchez un conducteur de travaux par exemple, est-ce que vous pourriez prendre un jeune en apprentissage pour faire ce métier? Oui, Florence, c'est sans une évidence. Aujourd'hui, sur Electrotech, la deuxième entreprise que je gère, qui travaille avec Monselec dans les mêmes locaux, j'ai un jeune apprenti depuis 2 ans qui va continuer en BTS, qui va continuer en licence et dont l'objectif est de l'embaucher dans la foulée. Donc effectivement, embaucher des gens en alternance pour les garder après, c'est une bonne solution. Donc puisqu'on dit qu'il y a une pénurie de réponses aux offres d'emploi, est-ce que vous la voyez, vous? Il y a peu de réponses ou bien est-ce qu'il y a des candidats? Sincèrement, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Surtout qu'on a souvent besoin d'avoir des gens expérimentés tout de suite. Et les métiers liés au bâtiment sont des métiers d'expérience. Et quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, c'est plus facile que quelqu'un qui commence. Mais moi, j'ai pas peur. C'est-à-dire que la PME, elle est là aussi pour accompagner, prendre des... Oui, parce que vous, il ne faut pas vous tromper dans votre domaine. C'est sûr que... C'est vrai que il y a des responsabilités. Sur 20 personnes, s'il y en a une qui n'est pas bonne, ça fait tout de suite 1 sur 20, alors qu'une sur 200 000, ce n'est pas le même risque, effectivement. Bien sûr. Merci pour tous ces éclairages. Éric Leroux, on ne vous enlève pas la parole, mais si vous voulez revenir, on vous la repasse tout à l'heure. On va passer la parole à notre deuxième chef d'entreprise. Ah oui, j'ai oublié effectivement Éric Leroux. Ce qui est intéressant, c'est que vous, en plus, dans votre entreprise, vous participez au bien-être de vos clients et de vos salariés. Vous avez mis en place des diffuseurs d'odeurs que vous offrez à vos clients et que vous mettez en place peut-être dans vos réunions. Alors, soit sous forme de bougies, soit sous forme de diffuseurs. Expliquez-nous pourquoi. Alors, effectivement, quand on est une PME, on n'a pas les mêmes moyens de communication que les grosses entreprises. Donc, en fait, on essaye d'être... Aujourd'hui, depuis plusieurs années, tout à l'heure, on parlait du Racing en milieu confiné. J'étais effectivement au stade voir le Racing samedi.
Effectivement, à 1 heure près, on a failli pas avoir de match. Et l'entreprise est partenaire du Racing parce que les valeurs du rugby sont celles que je souhaite véhiculer dans l'entreprise. On fait aussi du PowerPoint avec les points forts de l'entreprise, que sont aussi, par exemple, je n'ai pas parlé, mais de la capacité à travailler en milieu amianté ou sur des bornes de véhicules électriques. Mais effectivement, ce qu'on a fait d'original cette année pour donner à nos clients, on a créé pour l'entreprise excusez-moi. On a créé pour l'entreprise une signature olfactive qui permet impliquer les collaborateurs, puisqu'on s'est réunis avec un parfumeur autour de la table pour définir ce qu'est l'odeur que pourrait être l'entreprise. Donc on est parti sur des odeurs de gingembre, de pamplemousse, de tabac. D'ailleurs, vous l'avez mis dans le studio, le diffuseur, là on entend effectivement, on commence à sentir, ça sent très bon, c'est très agréable. Donc effectivement on l'a décomposé en 2 formats, la bougie et le diffuseur d'ambiance qui permet de rappeler à nos clients, architectes ou maîtres d'ouvrage, ce qu'est l'entreprise. Donc c'est un moyen original et un peu innovant de véhiculer autre chose que du visuel, puisque là on travaille aussi sur les odeurs. Oui, et donc ça doit plaire parce que c'est très agréable d'avoir un diffuseur de bonne ambiance. Donc c'est un beau cadeau que vous faites à vos clients. J'imagine que vous en mettez partout aussi dans vos bureaux. Ah, chez nous, ça sent bon, ça sent effectivement. Bon. C'est une bonne initiative, bravo Éric Leroux. C'est dommage, on ne peut pas en acheter, mais sinon, moi j'achèterais bien cette odeur, c'est super. Alors vous pouvez aller sur le site mademoiselleparfumette.com et puis vous pouvez on la fera venir à notre micro pour qu'elle nous détaille un peu une signature olfactive la création de IDFM. Voilà, merci beaucoup pour cette bonne idée. On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques secondes avec vous. J'ai coupé le son pourtant. Tu peux me dire pour la musique? Tiens. À vous les gars. Musique, c'était qui? Là, ça a été... C'est hypnotisant ça. Hein. Oui, mais j'arrive pas. Pardon, je me suis posé le truc là. C'est vraiment... Non, je suis d'accord. Je tourne papa. C'est pas la même... C'est bon, Non, c'est parce qu'on est pareil. C'est vrai que c'est... Après, on va parler jeux traditionnels. Ok. Et le Lego, c'est génial. Ah bah, c'est J'ai transgénérationnel. vu qu'il y a une femme qui fait des rampes handicapées dans l'eau. Il y a des femmes, il y a une femme qui fait des rampes. Il y a des gens aussi qui réparent dans les rues, les murs avec ou des les Lego, pavés. ouais. Avec des Lego. Ouais, j'ai vu Avec ça. des Lego, oui. Voilà. Mais comment Ils ça comblent, tient? en fait, ils comblent les... Il comble les Ah, trous. c'est- Ouais, Ils collent et ils comblent. Pour handicapés, c'est génial. Oui, bah c'est une femme Mais handicapée c'est pas qui l'a très fait. lisse pourtant. Mais ça passe, ça... Mais en fait, ils font des trucs super peu épais. En fait, vous savez, les montées sont tellement. Vous l'avez vu? Ouais, je l'ai Ah vu, oui. j'ai vu sur Dans les quelle photos, ville? oui. Ah non, sur les réseaux, mais pas dans... vous n'êtes pas passé dessus. Mais je crois... elle est où? Pas très loin. Elle est pas si loin que ça, je crois. Non. Je me demande si elle est pas loin de 95 ou 91, mais elle est pas loin, quoi. Mais effectivement, il y a plein de choses innovantes. Je veux bien. Il est très bien, c'est vrai, il est agréable. Aux États-Unis, il y a une personne aussi qui Ça, c'est ça là tout de Ouais, suite? c'est il lui manque un bras. Et tout à l'heure, il a c'était un qui? bras, Tout à l'heure, c'était Cat Steven, mais c'est pas grave. C'est passé. Ouais. plein de possibilités avec lui. C'est uniquement du Lego avec... Vous avez été à Chambly, vous? Moi, je fais Alors, on a un Lego. centre à Chambly. Ouais. D'accord. Enfin, mon entreprise, moi, c'est que Ah les à Chambly, dans la zone de loisirs. pas les contrôles sont chinois. La nouvelle? Exactement. C'est sympa, voilà. J'habite à Ils faire des soins, il y a des gens tous les jours. C'est ça. Tous les jours. Magnifique. De là de Pavot. Ouais, il est bien. Alors, Enfin, toute l'année. c'est jeune. Non, Hein. non, non, non. Ouais, c'est bien. Ce sera toute l'année. Tous les jeunes, Il y a eu de Benoît machin, Gien qui vous en parler. il y a de quoi bouger pour les Le René Ouais, qui ça, faisait il y a un peu tout. il est venu il y a une dizaine de jours. Le cinéma, Ah, il était pas avec moi. Vous avez été, essayé. Il était avec une la réalité des virtuelle, là co-animatrices. encore. Vous êtes plusieurs, Ah, on est 3 maintenant. Avant, j'étais toute seule. Mais là, maintenant, je suis aidée de 2 autres personnes. C'est vous qui gérez ça? Une femme qui fait le Alors, mardi non, et le alors, vendredi, alors, et un homme qui fait le jeudi. Les gens qui vous restent. Et moi, je reste le lundi et le mercredi. On a de la chance d'avoir.
avec Gauthier. Moi, je suis à Je tiens à garder mes 2 jours. Mais bon, il faut que je fasse avant avancer le bar de l'économie, donc je suis en train de préparer d'autres choses pour la suite, donc il me faut du temps. Vous avez une idée de vous, Comment Vous avez une idée Ah oui, on a 72 000 auditeurs. 72 000. On parle de l'économie. De la radio, je sais pas, je sais pas. J'ai pas de chiffre, enfin, j'ai pas de chiffre précis pour le bar de l'économie, mais je sais qu'on a une bonne audience. Voilà, on leur explique un petit peu comment Parce ça que se fait, comment Avas, c'est c'est Avas qui m'a donné les nouveau, chiffres. tout le monde ne connaît pas forcément. Non, Donc, en on général. accompagne un peu là-dessus. Ah oui, mais c'est comme on aimait en Facebook. On reprend. On reprend. Et puis sur Il faut y aller. faut y aller. Eh oui. Nous voici de retour au bar de l'économie. Ce matin, je suis en compagnie sur Radio Anguin d'Éric Leroux qui dirige Montsélec, de Loïs Mendiant et de Gauthier Dussert pour Virtual Center et de Thierry Lossa pour Bricks for Kids, à qui je vais passer la parole dans quelques minutes, mais tout de suite je vais quand même vous annoncer les titres musicaux qu'on a passés. Donc tout à l'heure, la première pause musicale c'était Cat Stevens, ça vous le connaissez tous, et puis là c'était Celia Cruz pour La Vida est un carnaval. Alors Thierry Lossa, vous avez en 2017 vous avez décidé de changer carrément de métier. Oui. Vous travaillez dans les RH et la compta puisque vous faisiez de la paie, Oui, c'est ça. de la paye, comme on dit. Oui. Vous vous êtes dit, il y en a un. Oui, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Ça faisait 15 ans que je faisais ça, et donc du coup, maintenant, je pense que les gens évoluent sur plusieurs métiers dans une carrière, donc le ras-le-bol s'installant, on se dit on va changer. Et puis moi j'étais responsable de paye dans une entreprise de construction, Vinci pour pas la nommer, et du coup je suis passé aussi dans de la construction avec les briques Lego, mais j'ai toujours été frustré moi quand j'étais jeune de pouvoir apprendre, mais avec du ludique. L'apprentissage tel qu'on le fait dans les écoles, c'est quand même assez cadré, assez parfois lourd à apprendre, etc. Donc ils mettent un petit peu de ludisme dans les apprentissages, c'est ce qui m'intéressait. J'ai été frustré de ça quand j'étais jeune, donc je me suis dit je vais essayer de me tourner vers ce genre d'activité. Mais quand on est dans une entreprise, une grosse structure où Oui. on a la sécurité quelque part de l'emploi, c'est prendre un risque. Ah, c'est prendre un gros risque, ouais, effectivement. J'avais fait quand même 15 ans de métier avant. Donc voilà, on a une assise financière qui est un petit peu plus importante, donc on peut se permettre parfois un peu plus de choses. Mais effectivement, c'est quand même un gros risque parce que j'ai mon épouse, j'ai 2 enfants, donc on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Alors le concept en fait c'est un concept américain qui s'appelle Bricks for Kids, et du coup... Donc c'est des Lego. C'est des Lego, alors on fait des animations que avec des briques Lego. Donc vous êtes allé sur un salon de la franchise pour les trouver. Comment oui, vous avez eu l'idée? Alors je suis allé sur les sites de la franchise, toute la franchise, salon de la franchise. Au début j'avais vu d'autres franchises, et puis je me suis intéressé à celle-là parce que je l'ai découvert un petit peu par la suite. Et ça m'a tout de suite correspondu, donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je suis allé les voir en Suisse parce que la master franchisée était en Suisse à l'époque. Le courant est tout de suite passé. L'activité, forcément, me plaisait énormément. Moi-même, j'étais un fan de Lego quand j'étais jeune. Donc j'ai tout de suite sauté sur cette franchise. Donc du coup, depuis 2 ans, enfin presque 3 maintenant, Oui. vous proposez des animations. Oui. Alors, pour tout le monde, adultes, enfants, seniors même. Exactement. Expliquez-nous le comment vous faites. Le Lego a ça de génial, c'est que les possibilités sont infinies. On peut faire en fait plusieurs types on a plusieurs types de clients. Donc on a les enfants avec les anniversaires, avec les vacances, enfin les animations de vacances, avec le scolaire, le périscolaire. Voilà, donc on intervient aussi dans les écoles, dans les entreprises pour les enfants des salariés, donc les arbres de Noël, parfois même des vacances dans les entreprises. Donc ça c'est toute la partie enfant, et puis effectivement après il y a la partie adulte. La partie adulte avec les entreprises, tout ce qui est team building. Il y a une méthode Lego Serious Play qui fait de la résolution de problématiques complexes d'entreprise avec des animations Lego. Il faut être certifié, et je le suis, donc je fais aussi ce type d'activité. Et puis, comme vous avez dit, il y a aussi les seniors. Les seniors dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. On peut intervenir parce que quand les personnes ont parfois certaines
maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Voilà, c'est aussi les remettre avec du contact physique, avec du jeu, donc on fait intervenir la mémoire, on fait intervenir les mains, donc il y a de la motricité, et donc c'est très intéressant aussi pour les EHPAD d'avoir ce type d'activité. Alors revenons un petit peu sur le thème des enfants avec Bricks donc for Kids. Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce qu'on pallie, qu'est-ce que ça permet de faire, puisque vous faites référence de PISA qui sort chaque année, oui. Où là la France n'est pas en très bonne place en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut travailler j'allais dire comme caractère sur l'enfant avec ces briques Lego? Oui, alors en fait pour les enfants, c'est déjà mettre un peu plus de ludique dans les apprentissages. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le fait de travailler avec les mains. La main est entre guillemets le prolongement du cerveau. Donc quand on travaille avec les mains, les apprentissages se font de manière plus rapide et donc moi je le vois bien quand j'interviens dans les écoles. En fait, quand je fais un atelier, souvent c'est un atelier par semaine. D'une semaine sur l'autre, les enfants, je reviens sur les apprentissages qui ont été faits sur la fois d'avant, et les enfants sont capables de me ressortir exactement ce que je leur ai dit sur les apprentissages, alors que je pense dans un type d'apprentissage classique, il y a peut-être, on va dire, 30 à 50% qui sont oubliés d'une semaine à l'autre. Vous commencez à partir de quel âge? Alors, on commence à partir de 3 ans. De 3 à 5 ans, on fait du Duplo, 3 à 6 même. On fait des Lego Duplo, vous savez, c'est les grosses briques voilà, qui sont pour les jeunes enfants. Pour les petits, oui. Voilà. Après, on passe à du Lego classique, donc Lego 3D. On fait du Lego technique également, avec des moteurs, des batteries. Ah oui. À partir de 6 ans. Voilà. On peut travailler tous les types de Lego. On peut travailler tous les types de Lego. Ils peuvent faire même de la mosaïque. Donc c'est aussi artistique. On a aussi des possibilités sur l'artistique avec du Lego. Et puis à partir de 7, 8, 9 ans, on commence à passer sur de la robotique. Donc là, Lego a développé plusieurs kits de Lego qui s'appelle We Do Milestone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais voilà, donc on apprend la robotique avec des Lego, et voilà, et c'est une manière très très simple et très ludique d'apprendre la robotique. Alors là, pour vous développer, puisqu'on va rester sur le cadre des enfants, vous êtes Oui. obligé de passer par l'éducation nationale. Comment ça se passe? Alors, Est-ce que vous êtes obligé de taper à chaque école ou dans chaque mairie? Comment vous faites? Alors ça peut être les deux, c'est-à-dire qu'on peut passer par les écoles directement, parce que c'est souvent elles qui sont... c'est les proviseurs, enfin les directrices d'école, ou même les professeurs ou les maîtresses ou les maîtres d'école. C'est souvent eux qui recherchent les activités pour les enfants. Et donc, on passe souvent par les maîtresses. On peut passer par les directeurs, et puis on peut passer aussi par les académies. Donc, il y a plusieurs canaux d'entrée pour rentrer dans les écoles. C'est pas c'est un milieu qui est quand même qui fait pas rentrer encore, je pense, assez de choses ludiques dans les apprentissages. Et donc, c'est pas inné, je pense, dans l'esprit parfois des directeurs, des maîtresses, de faire rentrer ce genre d'apprentissage par le ludique. En principe, ce sont les mairies qui gèrent donc. Alors pour le périscolaire, c'est les mairies. Voilà. Voilà. Pour le périscolaire, c'est-à-dire vous savez, les temps périscolaires qui sont après l'école ou le midi. Là, c'est les mairies, voire même les centres de loisirs, c'est aussi les mairies. Donc on a aussi ce canal-là pour rentrer sur ces types de structures. Quel budget faut-il envisager pour une collectivité publique de mettre un atelier comme ça, mettons un atelier par semaine? Alors, nous, on travaille en fait à la mi-journée ou à la journée, parce que quand on se déplace, alors moi, je n'ai pas de local, donc je me déplace dans les centres de loisirs, dans les écoles pour pouvoir faire les activités. Quand on se déplace, forcément, c'est soit pour une matinée, soit pour la journée, ou pour l'après-midi. Donc, c'est soit en demi-journée, soit en journée. Aujourd'hui, moi, je suis sur un tarif 90 € la demi-journée, et 350 € la demi-journée, pardon, et 590 € la journée. D'accord, et donc là, avec ça, vous êtes donné avec ça, tout moi, seul, je tout le matériel. Et vous pouvez intervenir dans combien de classes en même temps? Alors, ça dépend, on s'adapte en fait. Là, si c'est un centre de loisirs, vous pouvez prendre le centre en complet? On peut prendre le centre complet. Alors, souvent, les centres de loisirs fonctionnent avec des animateurs.
Donc plus on prend d'enfants, plus on est capable d'avoir à disposition des animateurs du centre de loisirs. Donc là, moi je gère en fait la partie organisation. Et puis donc on intervient avec tout le matériel. On peut prendre, voilà, moi tout seul je peux prendre jusqu'à 14-16 enfants. Et puis après, en fonction du nombre d'animateurs que le centre de loisirs est capable de nous mettre à disposition, on prend plus d'enfants. Voilà. Donc sur 350 €, effectivement, on peut prendre jusqu'à 30-40 enfants dans la demi-journée sans problème. Alors on comprend bien l'activité également team building pour l'entreprise, Oui. ça c'est sûr. Ça peut être intéressant. Mais la particularité, j'avais envie de savoir, au niveau des seniors, Oui. comment vous faites pour intervenir donc c'est en maison de retraite? C'est en maison de retraite, oui, effectivement. Donc là, on passe en direct avec les maisons de retraite. Donc on intervient pour les personnes âgées, alors qui ont des maladies ou pas d'ailleurs. Et donc on intervient avec des Lego souvent Duplo. Les gros Lego. Voilà, les gros Lego. Si les personnes sont capables d'intervenir avec de la motricité plus fine, on peut intervenir avec des Lego plus petits. Voilà. Et donc on leur fait faire des modèles, puisqu'on a à notre disposition plus de 1000 modèles qui sont exclusifs à la franchise. Et donc on leur fait faire des modèles et c'est eux-mêmes qui parfois améliorent les modèles, partent sur leur imagination. Voilà, donc c'est aussi une manière pour eux de pouvoir avoir une activité créative qui fait intervenir de la motricité, la mémoire, la lecture de plans. Voilà, donc c'est très très bénéfique pour les personnes âgées d'avoir ce Et là, ce sont les mêmes budgets que pour les centres de loisirs, c'est à peu près le même budget. Après, là, on s'adapte en fonction de... Alors, pour vous développer, Thierry Lossa, puisque je rappelle que vous êtes franchisé Bricks for Kids, ce sont les Lego, en fait, Oui, c'est ça. que ce soit pour enfants, pour adultes, pour des team building ou pour du loisir, du développement cognitif, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous faut? Comment vous faites pour vous développer? Alors, il nous faut des clients, ça c'est sûr. C'est évident, comme toute entreprise, ça c'est évident. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, voilà. Après, nous, moi, donc, quand je suis rentré dans la franchise, forcément, il y a un investissement à faire en matériel, puisque c'est quand même beaucoup de matériel. Donc là, c'est de l'argent personnel que vous avez mis, c'est vos économies, Alors ou vous avez là, pris un crédit? J'ai eu les deux. Il y a eu les deux qui ont été faits, donc c'est un investissement important au départ, parce que les Lego, ça coûte cher, tout le monde le sait. La franchise, elle coûte combien? Combien vous avez versé de royalty? Alors, le droit d'entrée à la franchise est de 19 000 €. Voilà. Et puis après, c'est 5% du chiffre d'affaires à remonter tous les mois. Tous les mois, donc 5% par an du chiffre d'affaires, voilà, c'est les plus royalties. 2% de communication. Plus 2%, et avec Le ça, marketing vous avez communication. tout payé pour la Et avec franchise. ça, on a tout payé pour la franchise. Voilà. Donc ça, c'est le premier poste de dépense, j'imagine, Exactement. au départ. Ouais, c'est ça. Alors, au bout de 2 ans d'activité, vous êtes combien Alors, moi, je fonctionne aujourd'hui tout seul. J'ai forcément des animateurs qui sont avec moi, mais que j'embauche en intérim, parce qu'aujourd'hui, à la mission, en fait. Voilà, à la mission. Les embaucher en propre, c'est plus compliqué. C'est des temps partiels. C'est quand même des temps partiels qui sont assez courts. Voilà, ça peut être 10 heures ou 15 heures par mois. Donc je les embauche en intérim. On peut prendre des animateurs alors souvent on prend des animateurs qui ont le BAFA. Ça peut être toute catégorie, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai des jeunes... Un étudiant qui veut se faire un peu d'argent, il peut vous contacter pour... Aujourd'hui j'ai des jeunes étudiants, j'ai des personnes qui sont plus âgées, qui ont 50-55 ans et qui interviennent pour moi parce que ils ont des très petites activités et donc du coup ça fait un complément. Donc je recherche tout type de personnes. Donc pour vous développer aujourd'hui, on peut faire un appel aux personnes qui voudraient gagner un petit peu un complément mensuel. Elles peuvent m'appeler. Mais alors ils font comment pour vous contacter? Alors il y a le site internet Bricks for Kids. Voilà, alors c'est bricksforkids.fr/92-sur-n-nanterre. C'est un peu compliqué, mais si vous allez sur le site de bricksforkids.fr, il y a après une possibilité d'être remis vers mon site à moi. Alors ensuite, pour trouver des clients, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, quelles sont vos méthodes? Alors mes méthodes, c'est beaucoup de phoning, appels téléphoniques, de la communication par plaquettes. C'est-à-dire qu'on envoie aux écoles, aux mairies, aux centres de loisirs des plaquettes de ce que l'on fait.
Voilà, donc c'est essentiellement ça. Après, forcément, c'est du déplacement aussi. Voilà, donc c'est ça le principal de notre développement. Et donc vous êtes content au bout de 2 ans du résultat? Au bout de 2 ans, oui, ça commence à fonctionner. Alors c'est beaucoup quand même de bouche à oreille. Quand on fait des vacances, des activités de vacances, les enfants qui viennent sont souvent demandeurs pour les vacances d'après. Ils en parlent à leurs copains, à leurs copines forcément. Ils en parlent aux parents. Voilà, donc c'est souvent les enfants qui sont nos premiers prescripteurs et ça passe par eux, mais c'est du bouche à oreille. Donc ça prend un peu de temps. Le bouche à oreille prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans, ça commence à prendre, à fonctionner, à marcher. À fonctionner. Donc en tout cas, bravo pour l'idée. C'est vrai que ça permet de mettre le jeu traditionnel à l'honneur. Et oui. il faut. Et surtout pour l'éducatif. Ouais. Parce qu'il faut que l'enfant puisse travailler avec ses mains et évidemment que ça développe les neurones. Ils sont beaucoup aujourd'hui fixés sur des tablettes, sur les smartphones, voilà. Donc aujourd'hui, revenir à des activités manuelles, c'est aussi pour eux un moyen de se reconnecter avec la matière, avec eux. Alors par contre, on n'a pas trop parlé, mais pour l'entreprise, est-ce que vous avez déjà animé des team building? Oui, bien sûr. Oui. Vous leur faites faire des choses en plein air ou c'est en salle? Alors non, c'est souvent en salle, c'est souvent dans les locaux de l'entreprise ou pas d'ailleurs. C'est souvent basé sur de la communication, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve en entreprise, c'est souvent des problèmes de communication entre les personnes ou entre les services. Donc on leur fait travailler en fait la communication à base de Lego. Voilà, donc on a des. C'est-à-dire qu'on monte des groupes pour construire une pièce en particulier. Alors c'est ça? on a un jeu, alors je peux vous en donner un par exemple. On a un jeu où on a un modèle par exemple qui est construit. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent aller voir le modèle, qui doivent dire à d'autres quelle pièce il faut utiliser, comment il faut construire, etc. Et à la fin, on voit la différence entre ce qui a été fait, le vrai modèle, et ce qui a été fait par les équipes. Il y a forcément des distorsions. Oui. Et là, ça fait rigoler tout le monde. Ça fait rigoler tout le monde. Et puis surtout, on leur parle après de la communication qui est importante entre chaque personne et puis surtout comment on communique. En fait, l'entreprise vous donne le message qu'elle veut passer et vous imaginez un jeu autour de ça. C'est ça, oui. C'est pas forcément la communication, ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses, oui, ça peut être d'autres choses, oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la méthode Lego Serious Play, c'est de la résolution de problématiques complexes d'entreprise. Donc, ça peut être tout type de problème que l'entreprise peut rencontrer. Par exemple, mettre en place une nouvelle chaîne de montage dans des usines, ou ça peut être en fait des problématiques complexes que l'entreprise n'arrive pas à résoudre par des solutions classiques, c'est-à-dire des réunions, etc. Et il y a une étude qui a été faite avec ce type d'outils, qui est que lorsque on fait des ateliers LSP, 100% des personnes qui participent sont impliquées dans l'atelier. Combien de personnes, parce que vous parliez de problèmes complexes comme une chaîne de montage, oui. Ça effectivement c'est un problème très complexe, oui. Combien de personnes vous pouvez faire travailler pour un sujet comme ça autour du jeu? Ça dépend du nombre d'animateurs. Un animateur seul peut aller jusqu'à 12 ou 16 personnes. Après, forcément, s'il y a plus de personnes impliquées, on y met plus d'animateurs. Il faut que les animateurs soient certifiés Lego Serious Play. Mais voilà, donc on peut intervenir. Il y a eu déjà alors moi j'en ai pas fait, mais il y a eu déjà des ateliers de LSP qui peuvent être faits à 300 personnes. Voilà. Et géré par un seul animateur? Non, géré par plusieurs animateurs, mais voilà. Est-ce qu'il faut que l'animateur, lui, sache lui-même construire l'objet en question, ou même c'est même pas utile? Non, c'est pas forcément utile. Alors, en fait, on intervient nous, mais c'est nous on anime. C'est les personnes de l'entreprise qui font avec les mains et qui co-construisent en fait la solution que l'entreprise souhaite avoir, parce que c'est eux-mêmes qui vont intervenir et qui, avec les briques Lego, vont pouvoir déterminer quelle solution va pouvoir être mise en place dans l'entreprise pour tel ou tel problème. Alors, quel type de budget faut-il envisager pour une entreprise pour monter une journée team building autour de Lego? Mettons, si on prend une entreprise de 20 à 30 salariés. Oui, alors pour 20 à 30 salariés, après c'est en fonction du nombre de salariés. Sur une animation team building, en fait, on peut être soit à un forfait, si le nombre de personnes n'est pas important, si le nombre de personnes est plus important, on travaille à un forfait à la personne. Donc voilà, quand c'est un nombre important de personnes, on est souvent à 25 € de l'intervenant, enfin de la personne qui... 25 € par personne, c'est le budget moyen pour une journée ou une demi-journée team building. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup
Thierry Lossa pour ces informations. Donc oui, le jeu traditionnel a encore beaucoup d'avenir. Alors on va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient dans quelques minutes. Je ne pensais pas qu'on pouvait résoudre des problèmes complexes de chaîne de montage. C'est la réflexion au final. C'est Lego qui a lancé cette méthode dans les années, au moment où ils étaient en perdition. Parce qu'il y a un moment donné où ils étaient en chute libre. Et ils ont lancé cette méthode-là pour justement pouvoir rentrer dans les entreprises. Et ils ont fait beaucoup d'études sociologiques. Chez nous, c'est un peu appelé. Ah oui, non mais en fait, on arrive. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec avec ce type d'animation, on arrive à voir que les gens, les personnes dans l'entreprise, trouvent d'autres solutions. C'est-à-dire que des solutions qui peuvent être trouvées dans des types de réunions classiques, c'est pas du tout la même chose qui ressort en Lego Social. Parce qu'on fait intervenir une autre partie du cerveau. Il y a une connexion cerveau droit, cerveau gauche. Et il y a de la créativité. Et donc du coup, ils se tapent pas dessus. Et tout le monde intervient au même niveau. C'est-à-dire que qu'il soit patron ou qu'il soit simple salarié, tout le monde intervient de la même manière. Le patron est obligé de laisser la parole à ses salariés. Il est obligé d'intervenir tout le temps, de prendre le dessus. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on fait intervenir 100% des personnes et 100% des personnes sont impliquées dans la solution. Et donc il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Donc même si on est très mauvais en construction, on y arrive. On y arrive sans problème. Moi je suis très mauvaise. On y arrive sans problème parce qu'en fait... j'ai bien vu avec mon fils, lui était bien meilleur que moi des tout petits. On arrive à amener les personnes à faire de la construction créative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de... Il faut mettre les mains dedans. Oui, voilà. Et quand on met les mains dedans, on se dit tiens, je vais mettre cette pièce-là par cette pièce-là. Et en fait, on leur fait construire des métaphores avec les Lego. Il faudrait qu'on soit tous ensemble en fait sur un seul projet. Exactement. Il n'y a pas des problèmes de, on va dire, un peu de chamaille de temps en temps. Justement, c'est moi qui ai raison. Le facilitateur est là pour régler ce type de problème. Ça change de la paye. Ça change de la paye, oui. Ça change de la paye. T'es tout seul devant ta feuille là. Ouais, ça change de la paye. Mais bon, c'est... Voilà. Au moins c'est plus amusant. C'est ça. Vous vous amusez toute la journée. Aujourd'hui, je fais du... 15 ans. Moi, quand je dis aux enfants et aux adultes que je fais du Lego toute la journée, les gens... Mais si j'ai le temps, je vous repasserai la question sur votre développement, parce que si vous animez vous-même les ateliers, comment vous faites pour le développement, quoi, ça pose un problème de aujourd'hui, vous savez, c'est pareil pour la radio, oui, vous êtes à l'antenne, vous ne les voulez pas. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut que je délègue malheureusement et que je fasse moins d'émissions. Tout le problème. Faut regarder un peu. Je regarde 2 par semaine. Il faut faire quand même une partie nous-mêmes parce que c'est quand même nous qui portons l'activité. Oui, puis ça permet de voir. Ça permet de voir quand on démarre des nouvelles mairies, par exemple. C'est nous qui faisons. Et puis après, on peut mettre des animateurs. Mais c'est compliqué au début. Déléguer, c'est pas simple. Il faut que les personnes soient autonomes, il faut qu'elles sachent comment faire, etc. Alors vous avez plus de chance, vous êtes financé finalement. Non, on est financé, mais on ne sait pas si ça marche ou pas. Donc on se lance dans une espèce de création aussi. Si ça marche pas, c'est un peu un pari aussi qu'on a décidé de choisir. Avec vu le nombre de villes déjà implantées. On a le vent en poupe, donc c'est vrai que... Allez, on y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, sur IDFM, je suis en compagnie d'Éric Leroux pour Montsélec, de Thierry Lossa pour Bricks for Kids, mais pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes et en team building pour les entreprises. Ça peut être très intéressant pour monter des projets que de faire appel au Lego, et ça, il faut y penser. Et puis, je suis en compagnie de Loïs Mendian et de Gauthier Dussert pour le développement de Virtual Center. C'est notre start-up du jour. Alors, comment vous est venue l'idée, tous les deux, puisque vous êtes jeunes, vous avez 23 ans, peut-être pas exactement le même âge tous les deux, mais en tout cas, vous êtes autour de l'âge de 23 ans. Et vous avez ouvert fin d'année dernière le premier centre de Virtual Center dans l'Oise, aux portes du Val d'Oise, à Chambly exactement. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Aujourd'hui, pour présenter rapidement Virtual Center et le projet, c'est un réseau de centres de réalité virtuelle, de multi-activités autour de cette nouvelle technologie. Loïs Mendian. Tout à fait, c'est Loïs Mendian, pardon. Bonjour. Dédié donc à la réalité virtuelle, qui a ouvert en fin 2018 à Paris, un premier centre pilote, et qui a décidé donc de se développer très rapidement sous la franchise dès 2019 en fait. Et aujourd'hui, donc, Chambly, qui a ouvert dans les ports de l'Oise, qui est un des premiers centres
de franchise qui a ouvert, un très beau centre dans la zone de Chambirama de 400 m², propose différentes activités. On va avoir 3 activités phares en fait dans notre concept, donc l'espace d'immersion, où on va avoir ni plus ni moins le casque de réalité virtuelle, en passant du jeu vidéo, en passant à l'éducation, en passant à la découverte. En plus de ça, on va avoir une partie qui va être de simulateur automobile, en réalité virtuelle ou non, pour faire des courses avec des amis, un peu aussi pour le team building, et un espace plus pour les plus jeunes aussi, d'attraction de réalité virtuelle. Donc tout ça dans un même espace réuni, on peut faire ça en famille, entre amis, en team building. Voilà, c'est quelque chose qui est assez large. 400 m², ça fait un joli espace. Ça fait un très bel espace, tout à fait. Est-ce que c'est la même surface pour tous les autres centres ouverts? Parce que je sais que vous en avez à Paris, à Vannes, à Troyes aussi. Est-ce qu'ils font tous cette surface? Tout à fait. Alors non, celui de Paris est plus petit, il fait environ 210 m². Forcément, à Paris, on a moins d'espace possible que, on va dire, en province, notamment où là, dans une zone de loisirs, on va avoir plus d'espace pour pouvoir faire un espace, je vais dire, de catering, on va pouvoir se restaurer après une partie, pour pouvoir proposer vraiment beaucoup d'espace, pour pouvoir accueillir beaucoup de monde, notamment le week-end, le mercredi, les jours fériés. Forcément, on est dans l'activité du loisir qui fonctionne forcément le week-end. Et alors donc, pour se développer, est-ce que c'est du matériel qui coûte cher, l'investissement de l'installation de ces équipements? Alors l'investissement coûte cher, oui, ça va être le matériel de départ, si je puis dire. Après, on est dans de la prestation de service, donc il n'y a pas de gestion de stock dans ce type d'activité-là. Forcément, c'est plus l'investissement de départ, notamment, je vais dire, des simulateurs qui coûtent cher. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions de personnes qui peuvent nous dire la technologie, ça avance très vite, le nouveau matériel, ça avance. Il y a deux choses qu'il faut distinguer dans cette technologie-là, cette activité-là. Ça va être le software et la partie hardware. Ce qui va évoluer très vite, ça va être beaucoup le software, les nouveaux contenus qui vont arriver, les éventuelles évolutions, je vais dire, de peut-être des cartes graphiques pour pouvoir proposer de nouveaux contenus plus performants. Donc ça, on va plus prendre ça dans du consommable, si je puis dire. Après, tout ce qui est les investissements lourds, donc les machines, les machines, elles s'amortissent sur entre 5 à 7 ans. Il n'y a pas tous les jours des nouvelles machines, comme les nouveaux iPhones qui sortent. On va mettre à jour, nous, du contenu, de nouveaux jeux, de la nouvelle qualité, pour pouvoir varier un peu les plaisirs au fil du temps. Alors les jeux qui plaisent, donc vous avez dit l'automobile, mais j'imagine que les jeux de rôle aussi, ça doit plaire. Alors, on va avoir les jeux d'automobile qui vont être uniquement sur les simulateurs de voitures. On peut jouer à plusieurs en équipe. Mais ce qui va fonctionner énormément, où là on a un large choix de contenus, ça va être l'espace des immersions, où on peut avoir soit des expériences, donc de découverte à la réalité virtuelle, on va dire d'initiation, visite dans l'espace, visite sous-marine, découverte de lieux atypiques comme le château de Versailles, ou des lieux qu'on ne pourrait pas accéder, Machu Picchu, ce genre de choses. On va avoir également... D'accord, ça peut être donc des lieux de visite géographique ou de culture. Là, il y a une bonne offre de... C'est ça. C'est que même moi, au tout début, je pensais que la réalité virtuelle, c'est un public de gamers, si je puis dire, les jeux de tir, etc. On propose des jeux de tir en collaboration, des jeux de zombies, des choses qui plaisent. Mais on va pouvoir aussi proposer d'autres contenus, comme ce que je viens de dire, donc les expériences. Également, beaucoup de l'éducation. Je reviens un peu sur ce que aussi Thierry... disait pour avec ses Legos, c'est qu'on peut proposer aux enfants, aujourd'hui on n'est pas encore vraiment focus sur les écoles, qui est un peu un marché compliqué, je vais dire, aujourd'hui attaqué, mais qui est envisagé à moyen terme. Mais par exemple, on a beaucoup d'anniversaires le week-end, où des parents viennent avoir des groupes d'anniversaires avec leurs enfants, et ils font des jeux d'éducation, on va dire, ils apprennent à cuisiner, ils apprennent à bricoler, en apprenant l'anglais. Et c'est un moyen nouveau ludique d'apprendre aussi pour les enfants. Et en plus de ça, comme j'ai dit, on a aussi les jeux de tir, les jeux de team building, beaucoup en escape game en réalité virtuelle, qui fonctionnent énormément pour aussi un peu la réflexion. Alors, est-ce que, donc là, je vous ai demandé, donc ça c'était pour répondre à ma question sur quels étaient les jeux qu'on pouvait mettre en place. Donc on a vu que c'est pas seulement des jeux de tir, mais beaucoup de loisirs, de culture, de découverte. Bon, et puis bien sûr l'automobile, parce que ça s'appelait toujours à tout le monde. Et là, vous avez parlé de la cible des jeunes et des ados. Est-ce qu'on peut imaginer un public plus âgé? Bien évidemment. On a eu récemment un groupe de seniors de maison de retraite qui est venu. Ils sont venus 1h30 pour s'initier à la réalité virtuelle. Donc eux, en fait, en fonction de chaque type de groupe, en fonction de leur âge, on essaie d'établir un petit peu avec nos équipes ce qui va être le mieux de leur proposer. Et là, en l'occurrence, on leur a proposé donc une visite dans l'espace, une visite sous-marine, plus axée sur des expériences, et ça leur a énormément plu.
Et là, dans ces cas-là, c'est des expériences qu'on fait assis ou debout? On peut les faire assis comme debout. Ça Les dépend deux. de l'expérience, tout à fait. Donc ça, combien ça coûte de faire une expérience, quel que soit, ça dépend pas du jeu, entre guillemets, je pense que c'est un prix moyen. Aujourd'hui, le prix moyen va être en fonction des zones géographiques, ça va varier. Je sais qu'à Chambly, on est sur environ c'est 25 € de l'heure, le panier moyen à 25 € de l'heure. En général, une heure d'immersion, ça coûte entre 25 et 30 €. Ce que font les gens en général, c'est qu'on a proposé des cartes en fait, de fidélité où les gens chargent du crédit dessus, avec à chaque fois en fonction du montant chargé du bonus offert, et la carte n'est pas nominative, donc en général les gens ils chargent du crédit à plusieurs et puis ils évitent en fonction des jeux qu'ils font dans nos espaces. Combien de temps on peut rester avec un casque sur les yeux ou autour des oreilles? Ça dépend comment. Ça, je dirais vraiment, ça dépend un peu comment chaque personne réagit à la réalité virtuelle. On a des personnes qui peuvent rester 2 heures avec un casque, comme certaines personnes qui peuvent rester moins de 2 minutes et le retirer parce qu'elles ne sont pas forcément habituées ou elles ne réagissent pas très très bien aujourd'hui à la réalité virtuelle. C'est un peu un phase d'adaptation. Ouais, il y a une certaine phase d'adaptation. Aujourd'hui, les plus jeunes, on va dire, réagissent mieux à la réalité virtuelle que les personnes plus âgées, dû à un souci en fait, d'oreille interne. Mais c'est quelques problèmes qu'on est en train justement de résoudre avec des nouveaux outils qu'on va pouvoir adapter sur les casques pour justement réduire ces causes de nausées ou de vertiges que la réalité virtuelle peut proposer à ces personnes-là. Alors, Gauthier Dussert, vous vous occupez du développement commercial. Exactement. Et quelles sont vos priorités pour les prochains mois à venir? Alors sur le développement commercial, donc voilà, nous on intervient beaucoup sur l'accompagnement de nos franchisés, notamment sur la partie B2B, qui représente un marché très important pour nous. Donc pourquoi on les accompagne? Parce qu'on a beaucoup de nos franchisés voilà, qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont pas forcément de notion commerciale, et nous voilà, on va les aider. Donc ça passe voilà, par la prospection dans leur zone géographique, également voilà, donc comment formuler une proposition commerciale, l'expliquer aussi, parce que la réalité virtuelle pour beaucoup c'est nouveau, donc on les accompagne vraiment là-dessus, voilà, sur l'explication, et voilà, donc on leur fournit également tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire ça. Par rapport au B2B, c'est vrai que c'est un marché qui voilà, sur les fins d'année, on a beaucoup de demandes, notamment les séminaires, toutes ces choses-là. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les entreprises voilà, ont vraiment envie de réinventer un petit peu le séminaire. Elles avaient l'habitude de faire des escape games classiques, du paintball, etc. Et nous, voilà, on a voulu un petit peu réinventer ça en proposant une prestation sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce qu'on peut, en fin de compte, si vous voulez, adapter le temps des parties. Donc ça, c'est intéressant en ce sens où, en fonction du nombre de personnes qu'on va recevoir en séminaire, on peut diminuer le temps de la partie pour augmenter les rotations de jeu et faire jouer plus souvent plus de monde. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce que les entreprises aiment, parce que voilà, de pouvoir fournir une prestation sur mesure, c'est quand même assez sympathique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près... sur les 6 derniers mois, on a dû faire sur le centre parisien peut-être une trentaine de séminaires. On n'a pas eu énormément de problématiques voilà, du fait de pouvoir vraiment s'adapter à nos clients. Alors vous dites donc c'est un virtual center, c'est un réseau de franchisés. Vous dites, qu'est-ce que vous demandez à ceux qui veulent, quelles sont les caractéristiques pour devenir franchisé justement? Je vais plus reprendre ça comme c'est moi qui Louis Mondian. de toute cette partie-là, voilà exactement. Alors aujourd'hui, nous, on se développe donc en franchise, on recherche forcément des candidats qui sont intrigués par cette nouvelle technologie, par ce nouveau marché qui est encore à sa phase de pré-croissance, si je dirais. Hein. Aujourd'hui, le marché de la réalité virtuelle, en 2018, il représentait 10 milliards de dollars dans le monde. Il en représente en 2019 19 milliards. C'est une augmentation d'environ 78% par an et ça va être comme ça jusqu'à 2023. Donc on a beaucoup de personnes qui sont friands de découvrir un petit peu cette nouvelle technologie-là, qui sont en reconversion et qui veulent ouvrir une activité qui leur plaît, qui est ludique et qui est nouvelle. Donc on cherche beaucoup ce type de personnes-là qui sont motivées, on va dire, à vouloir faire leur propre centre, gérer leur entreprise dans une activité nouvelle. Alors quels sont les royalties, ou comme pour Thierry Lossa d'ailleurs, que vous demandez aujourd'hui, nos royalties sont moins chères que Thierry qui a pu payer. Enfin, nos royalties, non, notre droit d'entrée, pardon. Voilà, le droit d'entrée. Le droit d'entrée est de 14 500 €. Et les royalties sont pareil, 5% du chiffre d'affaires
en taxe mensuelle et 2% de redevances publicitaires pour la communication du réseau national. Mais il faut quand même qu'ils payent tout le matériel ou bien est-ce que Bien c'est sûr, ouais, compris dans les 14 500 €? Non, non, on va séparer le droit d'entrée avec l'investissement. On va dire en moyenne, un centre, c'est une enveloppe globale de 350 000 €. Il faut quand même mettre 350 000 € sur la table. Voilà, sur la table, non. En général, il y a quand même un apport personnel qui est au minimum entre 80 et 100 000 € pour pouvoir après faire un crédit à la banque. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors vous faites partie d'une société, tous les deux, qui appartient à donc 2 investisseurs, j'allais dire. C'est ça. C'est ça. C'est pas vous qui avez créé cette entreprise, l'entreprise Meta. C'est l'entreprise Meta qui est derrière vous. C'est la maison mère, tout à fait, en fait, comme je disais, qui a été fondée donc fin 2018. Moi, très peu de temps après, j'ai rejoint le bateau pour à la base les aider dans le lancement du développement de la franchise qui est intervenu dès début 2019. Puis je me suis très vite pris au jeu et il s'est avéré que voilà, il y avait certains besoins. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans un nouveau projet. Donc on participe constamment au développement de la société, en plus de recruter des franchisés. Et Gauthier, avec qui j'ai eu l'occasion depuis plusieurs années de connaître et de travailler, nous a rejoint donc, en 2019, qui également a cru au projet. Donc voilà, sur un secteur qui est très porteur à nos yeux et on trouvait ça une expérience très intéressante de faire. Alors Gauthier Dussert, quels sont vos défis pour l'année 2020 ? Alors les défis, ils sont nombreux. Il y en a un qui est très important, c'est qu'aujourd'hui on essaie en fin de compte de rentrer en fin de compte dans des grands groupes, donc dans les bases fournisseurs. L'intérêt étant que demain, si j'ai par exemple la SNCF qui vient faire un séminaire dans un centre parisien, que du fait que nous soyons encadrés en tant que fiche fournisseur, l'équipe de la SNCF de Bordeaux puisse également faire un séminaire dans un futur centre à Bordeaux. L'intérêt, c'est aussi que voilà, on peut aussi également faire, par exemple, jouer une équipe d'un grand groupe à Marseille avec l'équipe d'un grand groupe à Lille. L'intérêt, voilà, aussi de développer le e-sport, qui est un marché très intéressant et très porteur dans les années à venir. Donc voilà un petit peu tout l'intérêt de notre concept. Alors si on veut vous contacter, si vous êtes intéressé soit en tant que client, soit en tant que franchisé, on fait comment ? Et vous allez sur notre site internet et vous avez en plus on l'a refait, il est super bien fait. Et vous avez une rubrique où vous pouvez. On va donner le nom si vous voulez bien, Gauthier Dussert. Vous tapez Virtual Center. Virtual Center. Exactement. Dessus vous pouvez. .fr. Alors, .com. Ouais, c'est ça. Virtual-center.com. Donc c'est le site, mais on va dire plus pour les particuliers ou entreprises qui souhaitent venir faire une activité de VR, et plus pour la partie franchise, on va être référencé sur les différents canaux de franchise, l'Observatoire de la franchise, toute la franchise magazine, et également au salon de la franchise où on sera présent si il est maintenu. Ça, on attend de voir un petit peu. On attend de voir malheureusement. On va demander la même chose à tous nos invités. Thierry Lossa, si on veut vous contacter, on passe par quel canal ? Alors, le site internet ? Pareil, site internet bricksportkids.fr, et il y a un lien pour aller sur le lien. Donc, voilà, et c'est comme ça qu'on vous trouve. Éric Leroux, donc si on veut faire des analyses de performance énergétique, améliorer son électricité ou ses réseaux, quels qu'ils soient. monselec@monselec.fr ou sinon au bureau 01 30 25 07 28. Voilà, et puis comme nous, tous les deux, on sera exposants au prochain salon Effervescence le 31 mars. Voilà, on peut inviter tout le monde à venir nous voir là-bas. Ce sera sur l'hippodrome d'Anguin, Soisy-Anguin, comme on dit maintenant. Et puis merci à vous tous pour votre présence en studio ce matin. J'ai de la chance, personne n'est malade, moi non plus. Bonne journée à tous. Et surtout la consigne, ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez plus. Dites-vous bonjour à la manière asiatique. De toute façon, c'est la meilleure méthode pour ne pas se contaminer les uns les autres. Voilà. Et puis comme ça, on peut quand même sortir. Il n'y a pas de raison de rester confiné chez soi. Bonne journée à tous. Pour ma part, je vous retrouve mercredi. Et sinon, demain, vous serez avec Jacqueline Voraz. Je vous embrasse.